Bienvenue sur Clapotis. Cet épisode fait partie de la série consacrée à l'histoire littéraire. Et oui, savoir identifier un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques par les thématiques, les particularités d'écriture, est fondamental lorsque vous êtes amené à construire un commentaire littéraire sur un texte inconnu, le jour de l'épreuve écrite. Et puis si, par exemple, on voit la date de 1550, on ne peut pas ne pas se centrer sur l'influence du contexte historique et surtout littéraire du mouvement qu'est l'humanisme. On risquerait au pire d'oublier un pan de l'analyse attendue. Par contre, si vous êtes capable d'avoir en tête des points majeurs d'un mouvement littéraire, eh bien ceux-ci vous permettront d'orienter vos analyses de façon pertinente. Ils vous serviront par exemple dans l'introduction générale pour contextualiser votre texte d'étude, ou encore dans les axes d'étude, ils vous permettront de donner une orientation intéressante à vos analyses stylistiques et littéraires. Et cet ancrage, vous vous en doutez, eh bien, il ne pourrait être qu'apprécié par votre examinateur, ou plutôt votre correcteur. Rien de pire que de commenter un texte des années par exemple 750, 1650, en oubliant complètement d'évoquer le classicisme. Pire, il n'y a rien de pire que si on commente un texte et on se trompe de mouvement littéraire. Donc, les épisodes de la série Histoire littéraire auront toujours cet objectif de vous donner de manière synthétique ce que vous devez retenir sur un mouvement littéraire. Vous verrez dans un premier temps l'environnement qui permettra de comprendre les caractéristiques, les thématiques principales liées à ce mouvement dont on va parler. On évoquera les auteurs principaux qui auront marqué bien sûr ce mouvement. Et bien évidemment, chaque épisode, comme d'ailleurs dans les autres séries, sera accompagné d'une infographie sous forme d'une frise chronologique pour vous situer au mieux le mouvement par rapport aussi aux événements historiques. Une deuxième infographie vous permettra de manière très synthétique de retenir l'essentiel, c'est-à-dire les thématiques, les auteurs et éventuellement une ou deux citations que vous pourrez réintégrer dans un commentaire écrit ou que vous pourrez exploiter aussi dans une dissertation littéraire. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à un mouvement qui a marqué le XVIIe siècle et plus particulièrement le début du XVIIe siècle, c'est le mouvement baroque. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement au XIXe siècle que le terme baroque apparaît et désigne surtout un mouvement qui va se diffuser à la fois en littérature, architecture, sculpture, musique. Et c'est un mouvement qui privilégie un style ornementé. Alors le mot baroque vient d'un terme portugais, barroco, qui signifie perle de forme irrégulière. On reviendra sur cette symbolique et vous comprendrez mieux ce terme par les thèmes notamment que va aborder le mouvement. Ce mouvement, donc vous avez compris qu'il n'est pas que littéraire mais culturel parce qu'il touche tous les arts, va se répandre en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne au début du XVIIe siècle. Il va ressurgir au XVIIIe avec ce que l'on va appeler le rococo. Il va s'affirmer comme une libération de l'imagination et des émotions, et aussi comme un refus de toute codification des genres. Alors pour mieux comprendre, revenons dans le contexte historique et politique. On est à la fin du XVIe siècle, les guerres de religion ont contribué à un désordre et une violence évidente qui vont influencer les arts et la littérature. Elles vont, ces guerres de religion, bousculer les certitudes. Elles vont occasionner une angoisse face à un monde finalement toujours en mouvement et qui paraît insaisissable. Montaigne, le grand auteur des Essais, qu'on qualifie parfois de pré-baroque, mais qui est avant tout un grand humaniste, évoque justement cette idée de l'instabilité du monde et finalement des incertitudes qui parcourent l'homme. Et puis aussi, dans le contexte historique, l'alternance des règnes et des régences, que vous reverrez sur l'infographie, fait qu'il y a une forte instabilité politique qui est caractérisée par une période de rivalité, de guerre et de nombreuses conspirations. Donc vous comprenez, le baroque va apparaître dans un contexte assez instable, fragile d'un point de vue politique.
Et le baroque naît du besoin de promouvoir aussi la supériorité du dogme catholique. Il faut savoir que l'Église cherche à reconquérir les fidèles. Elle va donc encourager les artistes à faire la promotion des sentiments religieux. Alors, quelles sont les caractéristiques du baroque? Première chose, il faut savoir que l'art baroque se sert fortement de la théâtralisation des émotions. On va choisir des scènes spectaculaires, beaucoup de surcharge, de splendeur, de dorure, de couleurs. On va utiliser la technique du clair-obscur et vu ce contexte ambiant assez sombre, vous vous doutez que bien sûr une des thématiques fortes des baroques, c'est la thématique de la mort. Le mouvement et la métamorphose s'imposent. Ces thèmes prennent forme dans l'art visuel à travers des lignes courbes, ovales, diagonales, et vous avez un art baroque qui va chercher à émerveiller par l'illusion. Vous verrez dans le style baroque, donc on est bien d'accord que là on ne parle pas encore de littérature, dans le style baroque, vous verrez très souvent la technique du trompe-l'œil, les perspectives, les contre-plongées, la mise en abîme. Donc ça, vous le voyez en architecture et bien sûr en peinture. Alors qu'en est-il en littérature, puisque ça nous intéresse? Et donc, si vous tombez le jour de l'écrit sur un texte qui est à peu près dans ces dates de 1600-1630, où il y a de fortes chances que ça soit un texte baroque, quelles sont justement les thématiques ou la rhétorique qui se développe? Intéressons-nous dans un premier temps à cet aspect stylistique. Eh bien, le texte baroque a souvent recours à de nombreuses figures de style. Vous y retrouverez très souvent un jeu permanent d'antithèses, un jeu donc d'opposition avec l'association de contraires. On va créer des contrastes en utilisant des éléments aussi de la nature comme l'eau et le feu. On va utiliser de nombreuses hyperboles qui poussent le sentiment à son paroxysme. Et puis aussi autre figure que vous retrouverez aisément, alors je pense par exemple au texte poétique, vous avez de nombreuses métaphores, des comparaisons, des allégories qui rapprochent des éléments a priori très éloignés les uns des autres pour justement susciter l'étonnement du lecteur. Et puis, vous avez aussi l'utilisation du burlesque dans l'optique de parodier, voire de railler et donc de déstabiliser encore une fois ce lecteur. Donc vous doutez qu'avec tous ces ressorts rhétoriques, quels vont être les genres littéraires privilégiés? Eh bien, par exemple, vous avez le théâtre, qui est le genre le plus propice à l'expression justement de l'instabilité et de l'illusion. Vous avez, on l'a évoqué tout à l'heure, l'utilisation très récurrente de la technique de la mise en abîme, de l'illusion théâtrale. On a l'impression qu'on a un théâtre dans un théâtre. On a la construction aussi dans les intrigues de ces histoires théâtrales. On a la construction d'intrigues extrêmement complexes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Vous avez comme exemple, vous pourriez avoir c'est un extrait à commenter, l'illusion comique de Corneille, qui est la parfaite illustration de cet esprit baroque, de théâtre dans le théâtre, d'histoire qui se raconte dans une autre histoire. Donc le théâtre est privilégié, mais le roman aussi. Vous avez de longs romans qui vont développer des histoires et des intrigues complexes. Vous avez des romans avec de nombreux personnages, avec des aventures parfois invraisemblables. Vous aurez par exemple comme référence à citer l'Astrée d'Honoré d'Urfé ou encore le Grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry que vous retrouverez sur l'infographie qui accompagne cet épisode. Et puis, on a évoqué tout à l'heure les figures de style, donc bien évidemment, on a une poésie qui se qualifie de baroque et qui va être très souvent lyrique, satirique ou épique. Le style est extrêmement orné, on va user de nombreuses figures comme on a évoqué tout à l'heure, et ça vous le retrouverez dans un recueil, même chose qui figure sur l'infographie, qui se nomme Les Tragiques et qui a été écrit par Agrippa d'Aubigné. Donc ça, c'est les procédés rhétoriques, les genres littéraires. Finissons par évoquer les principaux thèmes qu'abordent ces auteurs baroques. Vous en doutez un petit peu, vu le contexte historique que l'on a évoqué précédemment.
Eh bien, on retrouve quoi? Souvent la thématique de l'instabilité du monde face aux bouleversements qui sont dus aux nombreux événements qui se succèdent, que l'on a évoqués, précédemment. Donc retenez cette idée de l'instabilité du monde. Un deuxième thème qui est aussi évident, la fugacité du temps, qui se traduit par des réflexions sur la condition mortelle de l'homme, sur l'inconstance du monde et souvent, ça va de pair avec le troisième thème que je vais vous évoquer, c'est le retour à la nature. L'homme est inconstant et surtout marqué par sa finitude face à une nature qui, elle, en revanche, est infinie et qui sans cesse se renouvelle. Et très souvent dans les textes baroques, la nature apparaît comme une source d'inspiration pour les poètes. Elle apparaît comme le cadre des amours champêtres, par exemple de Berger, qu'on retrouve très souvent dans ce que l'on appellera les romans pastoraux. Donc retenez bien ces trois thématiques, l'instabilité, la fugacité du temps et le retour à la nature. Donc ces trois thèmes sont d'ailleurs souvent liés dans les textes baroques, hein. L'un ne va pas sans l'autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, la fugacité du temps engendre la réflexion sur la nature éternelle. Donc voilà pour vous présenter de manière synthétique ce mouvement qui a vraiment marqué le début du XVIIe siècle. Des grands auteurs vont être influencés bien sûr par ce style et par exemple, si vous vous promenez dans des villes comme par exemple Rome, vous retrouverez tout à fait ce style baroque avec cette idée de profusion, d'excès, de décor, avec tout ce jeu de lignes, comme j'évoquais tout à l'heure. Et donc on voit bien que c'est un mouvement qui a vraiment marqué ce début du XVIIe siècle, du moins début du XVIIe siècle, extrêmement marqué par ces questionnements, ces incertitudes et ces interrogations. Et vous doutez bien que connaître le Maroc est nécessaire parce que le mouvement qui va suivre, va s'appeler le classicisme, que vous connaissez bien, est une réponse au baroque, une réponse à cet excès, à cette profusion et ça vous le retrouverez bien sûr dans l'épisode consacré au mouvement qu'est le classicisme. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de Clapotis consacré à la série d'histoire littéraire. D'ici là, bonne écoute pour tous les épisodes qui sont sur la plateforme Podcastix.